Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pump, l'émission pour le fitness et la santé, mais bon, surtout pour les sports de force et la performance. On vous retrouve aujourd'hui avec Trésor après quelques semaines d'absence, désolé pour ça. J'espère que vous êtes en forme. Et toi Trésor, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Après tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé de beau, les nouveautés et tout? Bah rien, on continue. Création de contenu, le taf. Ouais, la On création de essaie. contenu, ça avance bien là. Ouais, ça va, on s'y tient. Commence à faire parler de soi. Non, en vrai, ça va. Commence à avoir des petits soucis avec ses détracteurs. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais Mais tu vois, on va débunker ici un petit peu là, parce qu'il y en a qui prennent la confiance. Donc, Non, mais il faut essayer de voir le format que ça peut prendre. Mais ouais, des fois, il y a du débat, mais quand c'est par conversation ou dans des commentaires Instagram, c'est jamais très intéressant. Il y a des petits trucs à faire. Donc Ouais. on verra la forme que ça peut prendre. Mais ouais, sinon, nous, ça avance tout doucement quand même, le cursus de l'année. Bientôt diplômé sur plein de trucs. Sur plein de trucs en même temps. Donc on va voir ce que ça permettra pour l'an prochain. Mais dans l'immédiat, on voulait revenir sur un point quand même important, parce qu'on a pas mal de professionnels de santé et de professionnels de plutôt profession paramédicale qui donnent des conseils sur ça, hein. Ils ont raison, c'est normal, c'est important. Mais l'alimentation anti-inflammatoire, c'est quand même un gros sujet. Donc on va essayer de revenir sur ça. Parce que ouais, l'inflammation, on peut avoir une approche très large dessus. En plus, dès qu'on lit quelques documents dessus, on a tout envie de se perdre et d'être toujours plus exhaustif dans notre approche ou dans la manière dont on traite le sujet. Là, le but, ça va être d'avoir une approche plus nutritionnelle, enfin, ouais, c'est ça, Mm. diététique et nutritionnelle de l'inflammation. Mais donc, je te propose pour commencer d'essayer de mettre une définition un peu simple sur ce que c'est, parce qu'on entend plein de termes différents. On peut parler d'inflammation aiguë, chronique, de bas grade. Est-ce que tu saurais expliquer un petit peu à quoi ça correspond en fait? Bah déjà, généralement, aigu, ça va être, on va dire, une inflammation qui est plus à court terme. Chronique, ça va être généralement ce qui va être à long terme. Et aigu, ça peut être soit une réaction à un stress spécifique. Donc ça peut être un mécanisme de protection. Ça peut être aussi un mécanisme d'adaptation. Des inflammations, on peut en avoir quotidiennement avec, par exemple, avec les séances de sport. C'est pas forcément négatif, hein. Des fois, c'est juste une question de créer des processus physiologiques. Et après, il y a aussi l'inflammation qui peut être chronique. Il y a des différences qui vont aussi se manifester autour peut-être des procédés et des mécanismes aussi potentiels. C'est vrai que sur la chronique, on a plus de mal à trouver justement certains marqueurs assez définis. Généralement, vous allez entendre que ça va être la protéine CRP, les interleukines, TNF-alpha, des trucs comme ça. On l'associe beaucoup plus à l'aigu qu'à le chronique, en tout cas, moi, dans ce que j'ai lu. C'est plus compliqué justement de l'identifier. Et généralement, la chronique à bas grade, ça va être majoritairement relié à un processus de vieillissement aussi. Donc c'est entre guillemets inévitable à un certain âge. Mais après, il y a certaines maladies aussi qui vont potentiellement soit être la cause ou soit être la conséquence aussi. Donc ça, on pourra le revoir après. Et après, bon, là, tu as aussi identifié certains signes qui peuvent être intéressants. Mais voilà, globalement, c'est à peu près ça. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. En fait, souvent l'inflammation chronique, elle est asymptomatique, pardon, par rapport à l'inflammation aiguë. Tu l'as dit, l'inflammation aiguë, c'est un processus de défense de base du corps, en fait, qui permet de lutter contre des agents pathogènes. Donc, ça peut être issu d'une blessure, d'une infection, d'une bactérie ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est associé à 4 signes qu'on vous répète souvent, donc rougeur, chaleur, douleur et le gonflement, enfin l'œdème. Et donc l'inflammation chronique, elle est sur du plus long terme. Elle est asymptomatique, donc c'est un peu plus difficile de l'identifier. Moi, comme tu l'as dit, il y a plein de marqueurs qui permettent d'évaluer ça. Mais on a un peu de mal à. Enfin,
En tout cas, c'est pas évident d'identifier lesquels, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui sont associées à d'autres pathologies. Mais la CRP, donc la C-réactive protéine dont tu parlais, c'est intéressant, c'est un marqueur intéressant parce que ça ne monte que en cas d'augmentation de l'inflammation. Donc c'est un peu le marqueur de base, le marqueur qui fait foi et qui revient souvent dans la littérature. Donc tu l'as un petit peu évoqué, mais sur du long terme, du coup, l'inflammation, ce que ça peut entraîner, l'inflammation chronique, ce que ça peut entraîner, c'est tout ce qui est maladie non transmissible. Donc les pathologies cardiovasculaires, les problèmes de diabète, les cancers. Donc toutes ces maladies en fait dont la prévalence augmente, j'allais dire en ce moment, mais de notre temps, on va dire, sur notamment les pays les plus industrialisés. Donc il y a des petits liens peut-être à faire, en tout cas pour rechercher peut-être la cause de ça. Et souvent ce qui revient, c'est dans la partie hygiène de vie, c'est la partie alimentation. Donc nous, c'est ce qu'on peut essayer de creuser aujourd'hui. Alors, comment on fait pour définir une alimentation anti-inflammatoire d'une alimentation pro-inflammatoire, ouais. Comme vous l'avez dit, ça va être lié à des marqueurs, des biomarqueurs. Sont des outils de mesure auxquels on n'a pas accès, nous, sur le terrain, quand on est juste athlète, coach ou praticien sans laboratoire, ou en tout cas sans équipe médicale. Mais donc, ce sont les données qui font foi par rapport à ça et qui, dans la littérature, soutiennent certaines réflexions. Donc, on l'a dit, il y a la CRP, mais il y a d'autres choses. Vous connaissez peut-être l'interleukine 6 qui est directement liée à la CRP. Le TNF-alpha, il y a aussi le profil des acides gras, là, le rapport oméga 3, oméga 6. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler que les oméga 6 ne sont pas pro-inflammatoires, en fait, c'est vraiment une question de rapport, et qu'il faut apporter des deux, mais dans des proportions particulières. Et il y a d'autres données qui sont qui sont intéressantes, mais en tout cas qui n'ont pas beaucoup de pertinence dans notre cas à nous, parce qu'on ne va pas rentrer dans la biologie du sportif la plus poussée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la partie alimentation. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, en tant que sportif ou praticien, pour essayer de limiter ça. Alors, est-ce que toi, tu as trouvé des choses qui pourraient permettre d'augmenter ou de réduire l'inflammation, plutôt de bas grade du coup, ou l'inflammation chronique, grâce à l'alimentation? Il y a des petites choses qui ressortent, mais généralement c'est vrai que les données reviennent à peu près à des choses que l'on connaît quand même depuis maintenant 20-30 ans. Moi, ce que j'ai trouvé majoritairement, ça va être tout ce qui est autour par exemple du régime méditerranéen, mais du coup ça va être justement faire un petit peu la promotion de l'augmentation des céréales, de la consommation de céréales, de fruits et légumes. Donc c'est des choses qui vont avoir un impact, mais c'est vrai que, parce que je pense que c'est ce qui va peut-être intéresser la majorité des gens, c'est de parler des procédés un petit peu communs qu'on a tendance à trouver sur les réseaux ou à entendre parfois. Et je pense que les gens, quand ils parlent vraiment d'inflammation autour des aliments, ils vont majoritairement parler de l'indice PRAL, qui est en gros un indice d'inflammation et de jauge d'inflammation par rapport à un aliment. En gros, c'est pour évaluer un petit peu la capacité et la charge acide que vous allez créer au niveau des reins. Et du coup, en fait, ils vont évaluer ça en fonction des acides aminés soufrés, du phosphore, plein de facteurs qui vont être potentiellement inflammatoires. Et à partir de là, en fait, ils déterminent directement si un aliment est plus inflammatoire ou non. Et ce qu'on peut retrouver généralement, c'est que tout ce qui va être riche en protéines, donc la viande, les produits laitiers, ça a été quelque chose qui a été vachement partagé. Ça va être potentiellement pro-inflammatoire, et tout ce qui va être le plus naturel possible, tout ce qui va être céréales, fruits, légumes, etc., ça va être le moins inflammatoire, donc ça va être alcalin, donc ça va potentiellement plus tamponner l'acidité du corps. Et c'est vrai que c'est aussi important de rappeler par rapport à cette acidité, en fait, c'est relié au pH du corps humain. C'est vrai qu'on est autour de valeurs de 7,4, et c'est juste une valeur qui permet d'assurer tous les processus physiologiques, donc enzymatiques, et les fonctions essentielles de la vie. Donc en gros, si vous avez des variations trop importantes au niveau du pH,
vous allez potentiellement vous exposer à des problématiques. C'est la raison pour laquelle on cherche absolument à éviter cette inflammation. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les produits laitiers, ce qui était partagé, c'est que, et pas que pour les produits laitiers, hein, pour les aliments riches en protéines, c'était que, en fait, finalement, parce que lorsque vous consommez des protéines, vous allez avoir justement une augmentation des acides aminés, et du coup potentiellement aussi du phosphore et de l'acide phosphorique. Vous allez aussi retrouver finalement une augmentation de l'acidité un petit peu plus importante et qui va devoir être tamponnée. Et donc ce qu'on remarquait, c'est qu'il y avait une augmentation de la propagation des bicarbonates. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système tampon. Donc c'est un mécanisme naturel qui permet justement de limiter cette acidité. Et ce qu'on remarquait, c'est que, en tout cas, ce qui était véhiculé, c'est que finalement, il y avait, à partir d'une certaine charge acide, on dépassait cette capacité rénale. Et le deuxième processus aussi qui se mettait en place, c'était au niveau justement de ce qu'on appelle la parathormone. En fait, il y avait une sécrétion de parathormone qui était plus importante. C'est une hormone, en gros, qui va aller prélever du calcium au niveau des os pour essayer justement de tamponner cette acidité. Et en fait, on arrive à la conclusion que la consommation de protéines ou de produits laitiers, ça pouvait impacter finalement la densité osseuse, ça amenait à plus de fractures et du coup, pour le vieillissement, ça allait être plus compliqué. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucune association réellement fiable sur ces choses-là. On remarque que c'est même l'inverse. Puisque en fait c'est plus on va avoir une consommation de protéines et plus en fait la capacité structurelle va être importante. Il y avait même une étude qui avait été faite sur des hommes âgés, je pense que c'était à partir de 50 ou 60 ans. On avait remarqué que même à long terme, le taux de fracture diminuait de 8%. Et c'était pas forcément le cas pour les végétaux. Après, encore une fois, c'est compliqué parce que je pense qu'il fallait évaluer un petit peu la répartition des végétaux pour avoir vraiment ce profil d'acide aminé complet, parce que même si on a vu qu'il y avait des subtilités, mais c'est quand même important. Mais du coup, en fait, on remarque que c'était totalement l'inverse et on n'arrive pas, en tout cas, on n'a pas de données probantes, en tout cas ce que j'ai trouvé, sur des aliments qui sont plus acides que d'autres et qui justement amènent à ce phénomène de potentielle ostéoporose ou de maladie inflammatoire. Ça va être surtout un contexte de vie environnemental et des habitudes de vie. En fait, au final, si vous avez une consommation durable d'aliments ultra transformés, de sédentarité, de stress, ça va être tous ces facteurs-là qui vont amener peut-être à un terrain beaucoup plus potentiel à de l'inflammation chronique de bas grade. Mais encore une fois, c'est contextuel. Donc voilà. Ouais, c'est ça qui est compliqué, mais qui pousse à pas mal de bonnes recherches. C'est que il y a toujours plein de facteurs qui entrent en compte. L'alimentation a l'air d'être un facteur important, mais on a du mal à faire des liens directs. La seule chose, enfin, un des éléments qui met la puce à l'oreille et qui ne suffit pas en termes de preuves, hein, mais c'est que dans les pays les plus développés, les plus industrialisés, où l'alimentation repose sur plus de produits ultra transformés, on a effectivement une prévalence de toutes les pathologies liées à une inflammation chronique qui est supérieure. Et c'est ça qui pousse à essayer de creuser, en fait, s'il y a un lien entre l'alimentation ultra transformée, ou en tout cas certains aliments, et une inflammation chronique. Et vous verrez qu'à chaque fois, il y a plein de documents qui le creusent. Il y a même beaucoup de revues, même, je trouvais, enfin pas forcément trop de revues, mais presque autant de revues intéressantes que d'essais directement. Donc c'est un petit peu compliqué de faire avancer ce sujet-là. Mais il y a beaucoup de documents qui arrivent à la conclusion que, ouais, potentiellement il y a un lien, mais on n'arrive pas, enfin en tout cas on n'a pas assez de données qui permettent de tirer des conclusions. En tout cas, nous, ce qu'on peut mettre en avant, c'est certains régimes. Alors, tu as parlé du régime méditerranéen. Moi, j'aime pas parler de régime en particulier, mais le régime méditerranéen fait une bonne pub pour l'alimentation anti-inflammatoire si on considère qu'elle existe, parce que effectivement, ça reprend toutes les recommandations qu'on peut voir dans les études qui mettent en avant certains produits de manière positive ou non. Alors, tu l'as dit, il y a la partie protéine, hein, qui pose souci. Et c'est pour ça que dans le régime méditerranéen, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de viande rouge et peu de poissons, même peu de légumineuses. En tout cas, dans des proportions modérées par rapport à tout ce qui est produits végétaux et céréales, qui sont des produits intéressants aussi.
Donc c'est le premier point en faveur du régime méditerranéen. Mais c'est pas le seul, il y a d'autres régimes qui sont intéressants. Et j'avais fait une petite liste de tous les produits qui pouvaient être intéressants. Je pourrais la mettre en description. Mais vous verrez qu'en fait, le régime méditerranéen est en accord avec les quelques données qu'on peut avoir. Enfin, les quelques données, je minimise pas ça non plus, mais les données qu'on a sur le sujet. Mais c'est pas le seul. Il y a aussi le régime nordique et même le régime asiatique qui sont intéressants. Et j'ai même vu qu'ils le mettaient en avant, même si pour moi ça entre dans un cadre de diététique thérapeutique, c'est le régime DASH qui est pour les maladies cardiaques. Enfin, pour c'est pas la prévention, mais c'est dans le cadre d'une hypertension avérée. C'est pour limiter ou en tout cas réduire les dégâts induits par cette pathologie cardiovasculaire. Donc c'est un autre point intéressant. Et vous verrez qu'il y a toujours un semblant de dénominateur commun dans ces régimes-là. C'est que effectivement, il n'y a pas de produits ultra transformés. En général, c'est des produits bruts et il y a peu de protéines. L'autre point intéressant qui est souvent mis en avant, c'est l'huile d'olive crue. Évidemment, toutes les formes d'huile qui amènent des oméga 3 pour rééquilibrer ce fameux rapport qui a tendance à être déséquilibré et finalement pro-inflammatoire, mais sur une question de rapport oméga 3, oméga 6. Et ça, c'est des produits qui seraient intéressants. Alors, la question, c'est si on est professionnel de santé, est-ce qu'il faut recommander ces produits-là ? Admettons qu'on a affaire à une personne qui a une tendinopathie. Est-ce qu'on va lui recommander une alimentation anti-inflammatoire ? Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, sur les données que l'on a actuellement, on n'a aucune justification. On ne pourrait pas justifier de conseiller ça. Après, ça peut être intéressant. En tout cas, ça dépendra du contexte. Je ne pense pas que ce sera un effet négatif. Je pense que ce sera soit neutre ou soit ça n'aura pas forcément d'effet ou peut-être un petit peu positif, mais très légèrement. En tout cas, ça dépend peut-être de l'alimentation de base de la personne. Mais je pense que l'effet sera vraiment très peu significatif. C'est intéressant, ça rejoint des petits points qu'on avait ce matin même en cours. Mais il y a un semblant de sweet spot. C'est-à-dire que sur l'inflammation et même sur l'acidité, tout ça, il y a des choses dont on a besoin. Le corps bénéficie de ces déséquilibres-là dans son homéostasie. C'est-à-dire que pour induire une surcompensation, encore une fois, si on part du principe que c'est comme ça que ça se passe, suite à un entraînement, il faut permettre au corps de créer ces adaptations-là et il faut passer par une phase inflammatoire, une acidose, et le corps saura s'en remettre. Si on supprime totalement ça, il semblerait qu'on se prive de certains gains. Et ça, du coup, je fais écho à ce que nous partageait notre prof de ce matin par rapport au NAC, le N-acétylcystéine, qui est un anti-inflammatoire intéressant. Qui en fait quand on l'étudie amène des résultats très intéressants sur effectivement la réduction de l'inflammation, mais à l'inverse a des effets qui sont un peu moins intéressants sur l'évolution de la performance sportive. Donc encore une fois ça fait le principe qu'on retire souvent de ce genre de choses, c'est que il n'y a rien à supprimer, il y a effectivement des choses à équilibrer et il faut voir les habitudes que l'on a sur du moyen voire long terme qui peuvent déséquilibrer la balance et finalement nous mettre dans un état de prédisposition à certaines pathologies. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on a besoin de cette inflammation. Et voilà, on l'a dit dès le début, hein, l'inflammation, c'est pas quelque chose à supprimer, c'est un mécanisme d'adaptation du corps à différentes sources de stress. Le stress d'ailleurs peut augmenter l'inflammation et c'est pour ça que c'est compliqué d'isoler l'alimentation seule dans les facteurs de risque du développement de l'inflammation chronique. C'est que peut-être que dans les pays industrialisés, on est dans des sociétés plus exposées au stress. Et peut-être que c'est un autre facteur qu'il faut étudier. Ou en tout cas, dont il faut tenir compte dans la balance. Mais c'est ce qui est important, je pense, de rappeler quand même. Parce que le problème, c'est que quand on stipule qu'on peut régler, par exemple, un problème de tendinopathie à travers l'alimentation, en fait, ça sous-entend que l'inflammation est la cause de la tendinopathie. Alors que c'est potentiellement une conséquence
C'est, comme on l'a dit au début, par exemple, une inflammation aiguë, c'est un processus de protection ou d'adaptation. Donc l'inflammation n'est pas forcément la cause, c'est pas parce que vous avez une inflammation que vous avez une tendinopathie, mais c'est plutôt l'inverse. Et c'est un peu aussi la subtilité qu'on retrouve dans certaines maladies. Par exemple, l'obésité, parfois on peut se dire, en fait, uniquement en réglant l'inflammation, ça va régler mes problèmes, je sais pas, de diabète ou de maladie cardiovasculaire. Oui, mais jusqu'à un certain point. Et jusqu'à quel point, ça c'est compliqué de le déterminer. Puisque en soi, c'est toujours une conséquence et la cause est bien plus importante. C'est pour ça que si, admettons, je sais pas, vous n'alliez pas ça avec, je sais pas, une dépense ou une activité physique, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes effets. C'est pour ça qu'on l'a rappelé au début, c'est vraiment essayer de construire un contexte vraiment assez général et complet. C'est par exemple essayer de mieux dormir, essayer peut-être d'être moins stressé, essayer d'avoir un petit peu plus d'activité physique, peut-être manger un petit peu mieux. Et toutes ces choses-là, tous ces facteurs vont bien sûr avoir un impact sur l'inflammation, mais aussi un impact sur la maladie de manière générale. Et voilà, je pense que c'est important de le rappeler. C'est toujours en soi une conséquence et pas forcément tout le temps la cause. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Parce que c'est le premier truc qu'on nous apprend quand on est à l'école. Moi, en l'occurrence, j'ai des exemples d'amis ostéo, donc on va dire encore au sujet sensible, mais même les kinés, en vrai, même les médecins. Ouais. C'est souvent ce qu'on nous recommande. Hein. Les coachs aussi, les premiers, c'est... t'as mal, est-ce que t'as checké le volume d'entraînement nécessairement, mais est-ce que t'as checké aussi ton inflammation? C'est sur le sujet. Ouais, alors peut-être essayer de réduire l'inflammation, ça peut essayer de réduire la douleur en tout cas, et ça on crache pas là-dessus, hein. Ça fait écho aussi aux réflexions qu'il peut y avoir autour des médicaments anti-inflammatoires. Ouais, dans l'idéal on fait 100, mais c'est les gens qui ont pas mal en général qui disent ça. C'est quand même un super outil. Donc si réduire l'inflammation, ça permet de réduire les douleurs, pourquoi pas. Mais encore une fois, faut se demander si vraiment ça doit être mis en place en première intention. Ouais, bien sûr. Et c'est comme un peu la dépression. Généralement, on peut donner des antidépresseurs, on peut avoir aussi des anti-inflammatoires, parce qu'on peut potentiellement se dire le stress chronique va créer de l'inflammation. Mais on remarque que généralement, ça règle certains symptômes, mais en soi, la cause réelle n'est pas forcément réglée. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir une approche vraiment multifactorielle, avec une approche psychologique, même psychiatrique parfois, et un accompagnement réel, plus que uniquement par des médicaments ou par une alimentation. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire que c'est vraiment multifactoriel et ne cherchez pas à isoler. Et je voulais aussi revenir quand même sur un point, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est important, par rapport au gluten, parce que c'est vrai que je l'entends beaucoup que c'est inflammatoire. Déjà, ce qui est important de rappeler, dans la majorité des études, vous allez le voir, il n'y a aucune donnée qui permette d'avancer ces choses-là. Et en plus, le seul cas potentiel où vous allez potentiellement avoir une inflammation, c'est dans un cas de cœliaque, mais ça représente 1% de la population. Donc en soi, les chances que vous soyez intolérant ou vous ayez une maladie cœliaque, elles sont quand même relativement minimes, même si en soi, il y a des sensations parfois qui peuvent être intéressantes à cibler et à prendre en compte, mais ne tombez pas non plus dans l'intolérance facile, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens, même ils boivent un verre de lait, je suis intolérant au lactose parce que j'ai des ballonnements, je digère mal. Oui, mais peut-être essayer de prendre le contexte en entier. C'est compliqué d'isoler, vous mangez pas que du lait, vous mangez pas que du gluten dans votre journée, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc encore une fois, c'est toujours un ensemble, et c'est facile d'arriver à des conclusions dans tout, mais il faut essayer d'avoir un petit peu plus de contexte, et comme tu le disais, on le voit dans la kiné ou même dans l'ostéopathie. Mais c'est vrai que c'est Pierre-Élie Bernard, les chroniques de la douleur, qui en parle souvent. Il dit que justement ce modèle-là, un peu biomédical, c'est-à-dire on a un problème, on essaie de remonter directement à la cause de manière linéaire, c'est-à-dire je sais pas, t'as fait un mauvais mouvement, tu t'es fait mal, c'est parce que t'as fait le mauvais mouvement que tu t'es fait mal. On se rend compte que ça a ses limites. On se rend compte qu'à chaque fois, c'est un contexte. C'est oui, mais dans quel contexte tu étais? Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais plus stressé? Est-ce que peut-être que tu mangeais un peu moins bien? Est-ce que tu dormais moins bien? Est-ce que tu avais un volume de travail qui était plus important? Tellement de choses. Donc, prenez le temps. Oui, dans tous les cas, ce sera intéressant de manger plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales, parce que, on le remarque quand même, c'est assez déficitaire dans la population générale. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'instances qui essaient vraiment de faire ces rappels.
Donc ce sera forcément bénéfique pour votre santé, mais encore une fois, il faut faire attention avec ces définitions et voilà, ces conclusions. Ouais, mais enfin, on peut pas leur en vouloir de chercher la cause du problème et de s'aider de ça pour construire leur diagnostic et construire la réponse thérapeutique qu'il faut y avoir. Mais c'est vrai que ne pas s'arrêter sur un détail et essayer de maximiser tous les leviers sur lesquels on peut jouer pour aider la personne à aller mieux, c'est souvent la clé. C'est pour ça qu'on jette pas du tout les réflexions qu'il y a autour de l'alimentation anti-inflammatoire. Je pense que ça fait partie d'un ensemble de choses à mettre en place pour effectivement chercher à aller mieux. Alors après, ça dépend de vous, dans quelle démarche vous êtes. Quand on fait de la recherche, on essaie d'isoler les facteurs. Donc on fait une chose à la fois. Vous, si vous vous en foutez de savoir pourquoi, vous pouvez faire tout ce qu'il faut en même temps, sans finalement savoir ce qui a vraiment marché. Mais le problème, c'est que après, ça donne des discours pleins de conviction, où on est persuadé, parce que ça nous est arrivé, on est persuadé que c'est l'alimentation inflammatoire qui nous a sauvés. Et ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de recevoir ce genre de discours parce que oui mais non. Enfin, on peut pas étendre ça. En tout cas, si on essaye d'avoir un raisonnement rigoureux et le plus scientifique possible, on peut pas étendre ça à une vérité générale. C'est compliqué. En tout cas, ce serait se tromper. Mais l'alimentation inflammatoire, c'est un sujet très intéressant. Je sais pas si... c'est chiant, on est dans la nutrition et le sport, donc la nutrition, c'est un levier nécessairement très important. Mais c'est pas le seul. Et je pense que les gens qui peuvent jouer que sur ça, c'est pas qu'ils se font chier, c'est juste... il leur manque quelque chose parce que... nécessairement, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on est un peu spécialisé dans le domaine de la nutrition, on doit vite glisser vers d'autres domaines et avoir une approche holistique, le gros mot, à savoir toucher à tout. Toucher à tout. Et en tout cas, moi je le conçois comme ça, c'est un bon nutritionniste ou un bon diététicien, c'est quelqu'un qui se fait bon praticien sur l'hygiène de vie au global et pas seulement sur l'alimentation. J'ai essayé d'esquiver le mot expert. Mais ouais, c'est quelqu'un qui essaie de toucher à tout, qui essaie de comprendre tout, de comprendre d'embrasser le contexte au maximum pour ne rien laisser au hasard et essayer de jouer sur tous les leviers possibles pour soit améliorer la situation, soit atteindre un objectif particulier. Donc ça rend l'approche compliquée. Et quand on est dans le sport, on se retrouve vite aussi à vouloir comprendre ce qui se passe à côté, quoi, sur le volume de travail, sur le sport en tant que tel, la contrainte que ça représente. Et vite, on se retrouve à mettre en parallèle de l'alimentation inflammatoire beaucoup d'autres facteurs qui pourraient être tout aussi, voire plus importants que ça. Et c'est pour ça qu'on dit que l'alimentation anti-inflammatoire, ça peut pas être la première intention, la pratique de première intention, parce que elle suffit pas, ou en tout cas on n'a pas assez de données qui soutiennent le fait qu'elle se suffit à elle-même. Mais n'hésitez pas à nous dire vous où vous en êtes sur vos réflexions par rapport à ça, peut-être si vous avez des données plus intéressantes par rapport à ça. Je sais pas toi où est-ce que tu as puisé tes informations, mais moi j'ai lu 2-3 revues quand même qui, bien que très intéressantes, n'amenaient jamais de conclusion tranchée. Donc c'est chiant, hein, désolé si vous vous rendez compte que ce qu'on vous apprend en cours, c'est pas... Désolé les naturopathes, hein, encore une fois, parce que... Non, mais enfin, c'est triste, mais encore une fois, c'est des gens qui se reposent beaucoup sur la biochimie. Mais il faut comprendre que voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un peu comme la biomécanique, hein. Des fois, on essaie de se cantonner juste à des mécanismes à court terme. Mais on se rend compte qu'à long terme, il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui sont bien plus complexes. Et c'est jamais aussi simple. Et il faut faire aussi attention
au rapprochement que l'on peut faire parfois avec les études qui sont faites sur les animaux, sur les humains aussi, parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps les appliquer. Et c'est même très généralement le cas. Donc voilà. Après, je peux comprendre, comme tu l'as dit, hein, c'est une bonne initiative. Mais encore une fois, voilà, ce qui m'embête, c'est quand ça repose sur un business et que les gens essaient de s'enrichir sur ça, alors qu'en soi, ça repose sur pas grand-chose. Et enfin, moi, je pense à une certaine qui s'appelle encore, je crois, Irène Grosjean, qui prétendait régler les problématiques de cancer avec un jus d'ortie. Faites attention, oui, biochimiquement, il y a des mécanismes qui peuvent, entre guillemets, se traduire sur des cellules cancéreuses. Mais encore une fois, quel est l'impact à long terme ? Comment est-ce qu'on évalue ça ? Comment est-ce qu'on l'isole ? Et ça peut donner à des pratiques dangereuses. Donc voilà. En tout cas, tout ce qui est curcuma, spiruline, prenez-le si ça vous fait kiffer. Mais n'espérez pas avoir un accord anti-inflammatoire avec ça. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est pas forcément probant. Donc voilà. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est quand on a une activité qui a pour but d'aider les gens et qu'on y arrive, bah, c'est bien, on peut pas critiquer cette bonne volonté-là. Le problème, c'est la méthode et ce sur quoi ça repose, ce que ça entraîne, les croyances potentiellement. Même si, bon, je sais pas si on peut encourager le placebo, mais si les gens reposent sur ça pour aller mieux et qu'après ils vont mieux, ouais, bien sûr. Tant mieux. Enfin, c'est un outil comme un autre, mais il faut voir jusqu'où on l'utilise. Et après, c'est aux professionnels du milieu de réfléchir à leurs pratiques et de voir leurs valeurs, leur déontologie par rapport à tout ça. C'est pas évident. Mais c'est clair que des fois, aller mieux, ça repose sur pas grand-chose de palpable. Et même nous, on n'a pas forcément la main dessus. Si vous y parvenez, bah voilà, on va pas faire les chiants à dire non, tu dois pas aller bien. Alors, si la méthode t'a suffi, tant mieux. Mais en pratique, l'approche, en tout cas la plus scientifique, la plus rigoureuse possible, elle est très compliquée, beaucoup plus compliquée qu'on le pense. Et c'est chiant parce que ça freine un peu la prise en charge, hein, en vrai. Quand on fait les choses comme ça. Et c'est moins vendeur, en vrai. Bah ouais, c'est ça. C'est plus compliqué de vanter une expertise à partir de nuances. Je crois qu'on t'appelle frérot. Ouais. Ok. Oui, ouais, c'est ça. Mais enfin, on va pas commencer à tailler non. les business des autres. Hein. C'est un autre débat, tu vois. Ça regarde les gens. Ouais. Et puis s'il y a des gens que ça dérange pas, qui considèrent qu'ils veulent seulement aller mieux, allez-y. Mais bon, nous, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on a appris à développer notre pratique et qu'on entend développer notre pratique à l'avenir. Libre à vous de vous tourner vers des gens qui sont pleins de convictions et pleins de promesses, qui arrivent à vous renforcer dans une idée positive et qui vous aident à aller mieux malgré tout. Encore une fois, nous, on n'est pas contre le fait d'aller mieux avec des méthodes de merde, même si on remet en doute l'efficacité de cette méthode de merde, si je le dis grossièrement comme ça. Mais ouais, en vrai, ultra intéressant tout ce que ça amène comme réflexion, juste l'alimentation anti-inflammatoire. On aurait pu l'étendre à beaucoup d'autres domaines d'application. Là, on a parlé un peu d'ostéo et de kiné. Moi, nécessairement, ça me fait penser à la cryothérapie. Hein. En plus, il y a un petit fait divers là, ces derniers temps. Je sais pas si t'as vu, il y a une personne qui est décédée, putain. Non. Une personne qui est décédée en faisant de la cryothérapie. Oh, putain. Je crois que c'était à Honner à Paris. Putain. Il y avait un problème de maintenance sur la machine. C'est effrayant. Putain. Oh. Faites pas de cryo, les gars. C'est dangereux. Non, mais autre sujet. On pourrait le traiter de manière un peu plus légère et un peu plus courte. Mais ouais, il y a plein de choses à faire. Si cet épisode-là vous a kiffé, vous a fait kiffer, je galère à parler. N'hésitez pas à nous le faire savoir. On va continuer à produire des petits formats comme ça. Et peut-être même en développer d'autres plus légers pour debunk, parce que voilà, il faut le faire un peu. Hein. Il faut le faire. C'est ça qui fait manger. C'est ça
ça qui amène des clients. Pas forcément des bons clients, mais ça amène un petit peu plus d'intérêt que la science. Même si on essaie de la vulgariser le plus possible, c'est toujours un peu chiant. Mais ouais, il y a des trucs à développer en vrai. T'as des petits sujets à traiter, toi, bientôt? En debunk ou en normal? Normal, t'as des idées? Bon, debunk, il y a plein de mecs. Ouais, debunk, en vrai, il y a plein de trucs. Normal, non, en vrai. Ah, normal, c'est pour ça, dites-nous. Ouais. Dites-nous. Ça peut être nutrition, ça peut être entraînement. Il y a plein de choses à faire. Moi, en vrai, j'avais une petite liste de trucs à traiter, on regardera. Mais du coup, dites-nous si ça vous plaît et si vous voulez qu'on développe d'autres formats, n'hésitez pas. Merci de nous suivre, comme d'habitude. Et merci Trésor pour toutes ces nouvelles réflexions qui font avancer la science. On vous dit à très bientôt et force à vous à la salle, dans vos projets, à l'entraînement, vos progressions et tout ça. Nous aussi, on essaie de progresser bien et de revenir fort, même si la période est un peu compliquée. On vous tient au courant. Ciao les gars.